Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. L'invité aujourd'hui, c'est Dominique Youngblood et nous parlerons des pyramides de Bosnie. À tout de suite. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquence Évasion, fréquenceévasion@hotmail.fr. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dominique de Youngblood, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup. Bienvenue pour la première fois dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Oui. Nous allons découvrir avec vous les pyramides de Bosnie. Alors où se trouvent-elles ces pyramides exactement? Alors d'abord, il faut déjà rectifier un petit peu le tir du côté du langage. Oui. En fait, de pyramides, il n'y en a qu'une qui a été validée par mes explorations. D'accord. Ceci dit, ce n'est pas la moindre, c'est la fameuse pyramide du Soleil, la dite colline de Vysotsika, qui fait quand même 220 mètres de haut. Oui, quand même, c'est une sacrée hauteur. Quand même. Alors ces monuments, puisque maintenant on peut certifier qu'il y a au moins deux monuments, la pyramide du Soleil et le mystérieux labyrinthe Ravné, avec ses tunnels souterrains, se trouvent en fait à Visoko, dans une petite ville, à environ 30 km au nord de Sarajevo. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré et qu'est-ce qui vous a incité à chercher le secret de cette fameuse pyramide de Bosnie et qui avez-vous découvert exactement? Eh ben, en fait, ce n'est pas vraiment attiré par le mystère que je me suis lancé dans cette quête, mais attiré par un défi que j'avais avec mes fans et mon public, qui m'ont dit, il n'y a personne qui y va et qui fait un travail sérieux là-bas, est-ce que ça t'intéresserait pas? Il faut savoir quand même que je suis quand même nettement mieux identifié en tant qu'aventurier et explorateur qu'en tant que scientifique. Et d'ailleurs, je refuse que l'on me qualifie comme ça, ou d'archéologue, ou de géologue, ou d'historien, dans la mesure où je suis avant tout un explorateur, et où, je dirais, ma passion pour les civilisations antédiluviennes et de l'érudition liée effectivement à 30 ans de recherche et d'études, à un nombre de voyages dans le monde sur des vestiges inexpliqués, et donc j'ai acquis, on va dire, cette connaissance un petit peu sur le tas, ainsi que dans les livres évidemment, puisque j'ai une bibliothèque de plus de 2500 ouvrages, mais c'était avant tout le défi. C'était au départ le défi d'aller vérifier si c'était la vérité, si effectivement il y avait des monuments ou quelque chose qui pouvait se rapprocher, et si tout ce qui se disait sur cette vallée et sur ces pseudo-monuments sur le net était vrai, faux, interprété, extrapolé, etc. Quand je suis parti en 2013, l'objectif premier était en fait d'abord dans un premier temps de faire une reconnaissance de la vallée. Elle est quand même immense puisqu'elle fait environ 30 km². Là-dessus se regroupaient ce que je vais appeler des singularités, puisqu'on ne pouvait pas à l'époque encore ni dire que c'était des monuments, ni considérer que c'était des éléments naturels. On se trouvait donc avec des anomalies en quelque sorte, que j'ai baptisé singularité parce que ça me paraissait être le mot le mieux approprié pour désigner ces choses. Là-dessus se trouvaient six points particuliers. Nous avions bien sûr ce que Semir Osmanagic avait appelé les différentes pyramides, pyramide du Soleil bien sûr, mais aussi pyramide de la Lune, pyramide de l'amour, pyramide du Dragon. Il y avait aussi un immense plateau qu'il a appelé le temple de notre mère la Terre, c'est-à-dire de Gaïa. Alors on va faire une petite parenthèse. Qui était si Managic? Semir Osmanagic. Oui, voilà. Alors Semir Osmanagic, c'est un industriel américain et bosniaque. Il est bosniaque d'origine. Il est parti aux États-Unis et puis bon, il a fait fortune sur place là-bas. Il a évidemment, il est diplômé d'anthropologie. C'est quelqu'un qui a quand même un grand savoir, qui a fait le tour du monde de toutes les pyramides qu'il a étudiées. Plus sur un plan de la structure sociale des civilisations qui ont bâti ces pyramides que sur le côté véritablement architectural, et qui un jour est rentré chez lui, enfin rentré en Bosnie en vacances, et s'est retrouvé face à face avec la fameuse pyramide du Soleil,
en découvrant une colline immense qui se présentait avec 4 faces apparemment d'un même angle. Et quand il a pris sa boussole pour vérifier, parce que ça l'a quand même franchement interpellé, il s'est aperçu que les 4 faces étaient orientées en respectant les points cardinaux nord, sud, est, ouest. D'accord. De là, il s'est intéressé de près à cette pyramide, a commencé à lancer les premiers travaux sur ses fonds personnels. Très rapidement, il s'est retrouvé rallié par toute une série d'archéologues, amateurs ou pas, qui sont venus le rejoindre et qui ont commencé à explorer toute la vallée, découvrant ainsi un certain nombre d'autres singularités. Du coup, pour s'organiser et être rationnel, Semir Osmanagić a créé la fondation bosniaque Parc archéologique Pyramide bosniaque du Soleil. Et à partir de là, dès 2006, s'est lancé dans des travaux qui durent encore aujourd'hui et qui sont considérables puisqu'ils totalisent un peu plus de 340 000 heures de travaux sur ce chantier qui est à l'heure d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le plus important chantier archéologique au monde. Et où, je ne sais pas, il y a peut-être plus d'une centaine de nations, et au travers de chercheurs, indépendants ou non, qui sont passés sur ces lieux pour voir de leurs yeux les fameuses singularités. Donc ça l'a rendu très vite célèbre, en même temps, la célébrité étant comme pour chacun, à double facette. Il a aussi désormais ses détracteurs qui lui mènent une vie d'enfer parce que un certain nombre de personnes considèrent que les pyramides, la vallée des pyramides, c'est comme ça qu'il l'avait appelé au départ, était en fait au mieux un canular, au pire une escroquerie. Ah oui, carrément. Alors, la problématique, c'est quel est l'escroc, quel est le plaisantin qui va investir des centaines de milliers d'euros pendant 7 ans uniquement pour maintenir son canular ou son escroquerie en l'air. Ouais, ça, en même temps, en admettant que ça soit un escroc, ce que je me refuse complètement à penser, je pense qu'au bout de 7 ans, on l'aurait quand même arrêté. Bien sûr. Voilà, donc en fait, l'escroquerie n'a jamais été dévoilée, elle n'a jamais été découverte pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. Et quand effectivement j'ai visité cette vallée et que je l'ai inspectée de fond en comble, notamment en 2014, où nous avons carrément déplacé des moyens absolument considérables avec un drone, avec un matériel de fou furieux, notamment un rapporteur d'angle équipé de lunettes de visée et de faisceaux laser avec des précisions millimétriques de mesure, je vous en parle même pas, des appareils pour mesurer les ions négatifs dans l'atmosphère des tunnels, enfin du matériel qui nous a coûté, disons-le comme les jeunes, un bras. D'accord, Donc, mais sans doute. Ouais. Qui en fait a été nécessaire pour justement, si c'était nécessaire, démonter le côté canular, si jamais il l'avait été. Je pense qu'il n'aurait pas résisté à l'utilisation du matériel. On est venu avec des compteurs Geiger, avec des radiomètres qui calculent les champs magnétiques, qui mesurent et qui enregistrent les fréquences ultrasons et les ondes électromagnétiques. Enfin, je vous explique pas. Si tout ça avait été du vent, ce matériel n'aurait jamais pu fonctionner pour la bonne raison qu'il n'y aurait eu rien. Bien sûr. Or, c'est pas du tout ce que nous avons rencontré. Non seulement en 2013, mais en 2014, on a bien identifié les fréquences dont il avait parlé et qu'il avait communiqué dans ses différents rapports archéologiques. Alors justement, oui, ces fréquences, parlez-nous-en. Donc cette pyramide émettrait des ondes artificielles, c'est ça? Quant à l'origine de la fréquence, à savoir si elle est d'origine naturelle ou artificielle, le débat reste encore, mais je dois reconnaître que sur un certain plan, nous sommes beaucoup plus près de l'artificialité que du côté naturel des choses. Alors maintenant, est-ce que c'est un objet antique qui émet? J'oserais pas l'affirmer, parce que nous avons sur place une présence extrêmement importante de l'OTAN, et qu'il n'est pas exclu, à mon sens, surtout au vu des éléments et des choses que nous avons rencontrées là-bas, la possibilité qu'il y ait un système de communication ou de contrôle de fréquence ou quelque chose qui serait éventuellement inséré dans cette vallée et que l'OTAN ne voudrait pas que l'on voie. D'accord. Alors c'est quel genre de fréquence? Alors il y a des fréquences, il y a plusieurs fréquences en fait. Il y a au sommet de la pyramide du Soleil, il y a une fréquence électromagnétique très puissante qui en fait augmente en puissance au fur et à mesure qu'elle s'élève dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle a un effet un peu bizarre. Une onde, vous le connaissez, vous qui êtes à la radio, une onde en général, lorsqu'elle part, elle est très puissante de son point d'émission, puis perd de sa puissance au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa source. Tout à fait. Or, le phénomène est exactement inverse sur place. Ah oui.
Et ça ne s'explique pas, puisqu'actuellement, physiquement, on n'est pas en mesure, il n'y a pas de loi physique qui permette d'expliquer ce phénomène. De plus, accolé à cette fréquence électromagnétique, un peu comme enroulé autour d'elle, il y a une fréquence ultrason qui est calée, enfin qui oscille entre 28 kHz et 27,4 kHz. Ça dépend de la sensibilité des appareils. Nous, on l'a calé à 27,4. Mais Slobodan Misdrak, le premier scientifique qui a mis la main sur cette fréquence ultrason en 2011, l'avait localisé, lui, à 28. D'accord. Donc, ces fréquences-là sont des fréquences ultrasons qui sont dans des champs de fréquences, dans une gamme de fréquences, qui n'est pas celle ni d'un chiroptère, une chauve-souris, ni d'un orthoptère, c'est-à-dire ni cigale, ni grillon. D'ailleurs, que ce soit les cigales ou les grillons, ils sont dans une fréquence telle que se mélange à la fois l'onde audible, quand vous entendez un grillon la nuit, vous l'entendez bien, c'est pas, vous percevez pas des ultrasons, même si en même temps il les émet, ces ultrasons. Et puis après il y a d'autres orthoptères comme les sauterelles qui émettent beaucoup plus haut, mais qui n'entrent donc du coup pas dans le champ de cette fameuse fréquence à 27,4, puisque la majorité des sauterelles émet ce genre d'ultrasons à des fréquences de l'ordre de 40 kHz. Donc en fait aucun animal n'émet apparemment sur cette fréquence, sauf peut-être, c'est ce que nous a dit Michel Barato, un bioacousticien qui est un spécialiste dans le domaine, et reconnu mondialement, puisqu'il forme les bioacousticiens du monde entier à ce métier. Il est possible qu'il existe une sauterelle qui pourrait émettre ce fameux ultrason à 27,4, mais elle n'existe plus en Europe depuis très longtemps, et ils n'ont qu'un sample très vieux, un sample c'est un morceau d'enregistrement si vous voulez, qui est assez proche de la fréquence, sans pour autant être exactement identique. D'accord. Alors en fait, ce que nous avait dit Michel Barato, c'est ce qui serait intéressant, c'est que vous enregistriez cette fréquence sur au moins 5 minutes, voire 6, car aucun animal au monde ne pourra maintenir une fréquence avec une constante. Or, cette fréquence est constante. J'allais vous poser la question, justement. Oui, elle est constante. C'est-à-dire qu'elle est régulière, elle émet des séquences régulières, cadencées, et cette fréquence est d'ailleurs en syntone avec les fréquences du tumulus de Wapnika, et la séquence de la pyramide émet sur plus de 6 minutes de manière totalement stable. Donc la question est vraiment posée de savoir si c'est artificiel ou pas. On est vraiment dans le... Là, il y a vraiment un gros travail à faire, mais sur place, il faut venir avec un matériel qui n'a rien à voir avec ce que nous avons amené, parce que bien que nous ayons amené du matériel important, nous ne pouvions pas rester à l'année, quoi. Il faudrait des gens à poste qui enregistrent cette fréquence tout au long de l'année, regardent ses variations, et peut-être utilisent un matériel encore plus sensible, encore plus précis pour essayer de la localiser précisément quant à sa source. Mais comme je vous dis, visiblement, je ne suis pas du tout sûr que cette fréquence soit pour autant une fréquence antique ou liée à la nature même de la pyramide, ce que j'avais sur une autre radio exprimé en disant il est possible que ça soit en fait la pyramide elle-même qui émette cette fréquence, parce que la masse de quartz intégrée dans la matière de la pyramide, ce n'est pas une pyramide construite, c'est une pyramide terraformée, une colline qu'on a taillée littéralement en pyramide. Ah oui, d'accord, oui. Puis sur laquelle ensuite on a coulé une sorte de béton, ce que j'appelle moi un béton d'argile. C'est une sorte de mortier mais qui est lissé en surface ensuite. Et ce mortier contient une glaise, une argile, qui est extrêmement riche en quartz. Et alors le quartz, vous savez que c'est ce qu'on utilise notamment pour nos montres, et que la particularité du quartz, c'est que vous pouvez lui envoyer une charge, il va en conserver une partie, et c'est le principe même du fonctionnement de nos montres. Tout à fait, oui. Sauf que là, nous aurions une montre de la taille de 220 mètres de haut par 70 de côté. En effet. Donc c'est quand même quelque chose de gigantesque. Nous avons pu identifier aussi, notamment encore une fois, l'été dernier, une rampe d'accès, c'est ce qui faisait croire d'ailleurs que la pyramide n'était pas une pyramide, parce que les détracteurs disaient oui mais il n'y a pas 4 côtés, on ne peut pas en voir plus de 3, etc. Et puis ils ne sont pas égaux. S'il y avait un quatrième, il n'y aurait pas cet alignement, cet aplatissement sur le côté sud. Or, le drone, et c'est redoutable l'image aérienne, a non seulement filmé mais identifié une rampe. C'est-à-dire que ce que les gens prennent pour une plaine est une immense rampe qui part de la base, un peu plus loin que la base, et qui vient s'arrêter contre la pyramide.
Et alors Et sur cette rampe, nous avons même identifié des vestiges par... vous savez que quand vous détruisez une maison dans un champ, par exemple, lorsque le temps passe, même si l'herbe repousse, elle ne sera pas verte exactement à l'endroit où s'est trouvé des constructions. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Moi, je ne peux pas expliquer, mais c'est une des choses qui permet, notamment par l'imagerie aérienne, de retrouver des ruines dans un champ, alors que vous ne pouvez pas le voir au sol, quoi. D'accord. Et nous avons trouvé là-bas 2 cercles de pierre. Et alors, ça correspond à quoi? Donc, bien sûr, nous n'avons pas fouillé, puisque la Fondation bosniaque n'a pas l'autorisation de l'État de faire des fouilles sur cet endroit. Oui, justement, vous avez demandé des autorisations, vous avez dû en demander en tout cas? Alors, moi, j'ai eu des autorisations directement de la Fondation bosniaque à travers Semir Osmanagic, qui nous a ouvert les portes très grands, et j'ai demandé au gouvernement bosniaque de nous laisser agir dans la plus grande latitude de liberté, puisque eux-mêmes s'interrogent sur la nature de cet endroit, la vallée de Visoko, qui a quand même un fort potentiel touristique si c'est effectivement une vallée de monuments, et je confirme que c'est une vallée de monuments, parce que sur les 6, il y en a au moins 2 dont on est sûr que ça en est. Donc tout ça va ensuite être prouvé, on envoie notre rapport à l'UNESCO, on envoie notre rapport bien sûr au gouvernement bosniaque, et à toutes les structures scientifiques qui peuvent être habilitées pour juger de ce rapport et décider si oui ou non ils l'approfondissent sur le terrain. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Dominique Jongblood. Nous parlons des pyramides de Bosnie. Alors pour en revenir à ces cercles, est-ce que vous avez une idée à quoi ils correspondent? Alors non, parce que comme c'est une vision aérienne, on était pris par le temps, il nous a été impossible de savoir si en fait on avait affaire à des cercles construits du type Stonehenge, ou si on avait affaire à des cromlechs. Ah, c'est quoi les cromlechs? Les cromlechs, c'est des cercles de pierre de menhir disposés en cercle. Donc on ne pouvait pas en fait le savoir juste par la vision aérienne. Ça, c'était un problème. La vision aérienne, par contre, a contribué fortement à démonter les arguments de certains monuments, notamment la pyramide du Dragon, qui n'a pas d'angle égaux et qui n'a que 3 faces, et encore la 4e, elle est douteuse, et les 3 faces ne sont pas égales en pente, alors que, par exemple, pour la pyramide du Soleil, nous avons 2 pentes, si mes souvenirs sont bons, c'est la face ouest et est qui sont à 45 degrés, le nord est à 42 et le sud à 43. Et il faut savoir que mon expérience des vestiges inexpliqués m'a permis d'identifier que lorsque je me trouvais face à au moins une symétrie, c'est-à-dire au moins 2 choses identiques, ça pouvait être des statues aussi, mais 2 choses identiques, des constructions même très anciennes, genre des tolas, vous savez, ce sont ces pierres en forme de T comme on retrouve à Minorque ou qu'on a retrouvé récemment à Göbekli Tepe. Donc on peut considérer que là on est face à du bâti. Or, la pyramide du Soleil a 2 pans parfaitement symétriques. On a une forte probabilité. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne suis pas archéologue et moi je me base sur le matériel, je me base sur les données et les mesures que j'ai fait, que je transfère à des gens qui sont des experts et à qui je demande leur avis. Et ce que je vous communique aujourd'hui, c'est leur conclusion. C'est pas forcément les miennes. Elles vont dans leur sens, évidemment, mais c'est surtout, avant tout, des avis d'experts. C'est pas des avis de Dominique. Dominique l'aventurier ne s'exprime pas là. Il s'exprime à travers les experts et il dit Monsieur Machin dit ça. Voilà. Oui, d'accord. On a bien compris. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ces recherches? Non. Oui. Ça a été un peu James Bondien dans un moment. Voilà. Ah oui, on a eu des moments où franchement on a tourné un peu à la parano. D'abord parce que dès le départ, l'OTAN était extrêmement réservé sur la possibilité de nous laisser l'autorisation de faire survoler le drone un petit peu partout sur la vallée. Et je pense savoir pourquoi. Donc on a été obligé un peu de tricher avec eux et de faire un jeu de cache-cache pour arriver à faire nos films aériens là où on avait besoin de les faire. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que je pense qu'on les a bien agacés. Nous ont aussi
rendu la vie un peu difficile, on a eu du mal à trouver des guides, on nous a baladé des kilomètres des lieux où on devait aller évidemment, et malgré l'aide de la fondation, mais la fondation ce n'est jamais qu'une association, même si elle est bosniaque, et elle n'a pas un poids qui lui permet d'influer sur les discussions entre le gouvernement et l'OTAN. Et l'OTAN aujourd'hui est l'autorité de protection du pays, donc ni le gouvernement ne peut jouer avec elle, et certainement pas la fondation parc archéologique. Donc à partir de là, ils n'ont pas pu être d'une grande utilité, à part nous donner toutes les autorisations et tous les accès possibles sur les lieux qui étaient sous leur contrôle. Et je dois dire que de ce côté-là, c'est Miroslav Nadzic qui a joué le jeu à 150%. C'est vrai que nous avons rencontré un grand nombre de difficultés, et puis alors je vous parle même pas du climat, puisque sur 14 jours d'expédition, on a eu 10 jours de pluie diluvienne, le mot est faible. Pour moi, la recherche de monuments antédiluviens, reconnaissez qu'il y a de l'humour. Oui, tout à fait. Et on a vécu le Vietnam, c'est-à-dire la boue jusqu'aux yeux, et des difficultés de fou furieux, puisque pour remonter par exemple la face nord et ses 200 marches, la plupart des escaliers en bois et en terre avaient été littéralement détruits par la pluie diluvienne, et c'est au grappin de montagne que nous avons dû monter des différents niveaux, quoi. Eh bien, vous êtes courageux en tout cas. C'est-à-dire que l'équipe n'avait pas du tout l'intention, venue de 1850 km de là, de repartir aussi sec pour raison de pluie. Bien sûr, on peut le comprendre. Le jeu aussi sec est un jeu de mots. Oui, tout à fait. Donc au bout du compte, on a vécu évidemment l'enfer, ce que d'ailleurs la plupart des équipes scientifiques qui étaient à côté de nous, puisque nous côtoyons à l'intérieur de l'hôtel Pyramida Sunga toutes les équipes scientifiques qui viennent y dormir le temps de leurs travaux, qui nous ont littéralement appelé Rambo, quoi, en disant c'est des fous furieux, parce qu'ils nous voyaient arriver, je veux dire, couverts de boue, quoi. Ah ouais. C'est clair. Alors certains chercheurs affirment que les pyramides seraient l'œuvre des extraterrestres. À votre avis, est-ce que ça pourrait être le cas pour la pyramide du Soleil? Alors écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là parce que c'est un domaine extrêmement glissant. C'est une question récurrente en tout cas. Oui, tout à fait. Non, mais je ne m'abstiens pas d'y répondre. J'y réponds, mais j'y réponds avec les éléments et les données que j'ai en main, moi. Et une seule chose est certaine, cette pyramide a au moins 24 800 ans, ça c'est clair, puisqu'elle a été datée au radiocarbone, qu'elle est constituée quand même d'un béton dont nous n'avons pas encore les analyses, mais qui est pratiquement récurrent partout. Les détracteurs ont dit non, il y a 2 plaques de pierre, et c'est Miroslav Nadzic qui s'imagine qu'elle a été terraformée et montée en béton. On a trouvé du béton d'argile dans des proportions colossales sur au moins 3 faces, et parce que nous n'avons pas pu faire les 4 à défaut de temps. Donc déjà, il y a quelque chose de construit, quelque chose qui date d'il y a 24 800 ans. Il faut quand même situer les choses, ne serait-ce que dans la chronologie du temps. Dans la chronologie du temps, il y a 7500 ans maximum, nous étions à l'époque sumérienne, à la pseudo-naissance de la civilisation. Or, on le sait que dans les Balkans, et particulièrement dans des régions très proches de la Bosnie, notamment la Roumanie, on a trouvé des tablettes avec des écritures qui sont de la proto-écriture sumérienne et qui datent de 1000 ans avant. Oui, justement, nous avions fait une émission sur ce sujet avec Frédéric Duboulet, d'Au-delà du miroir. C'était sans doute les fameuses tablettes de Tartaria et Tout à fait, c'est ça. Et en même temps, une chose est intéressante, dans les tablettes sumériennes, l'origine des Sumériens est très claire. Ce n'est pas des Sémites, ce sont des Caucasiens. Et ils le disent eux-mêmes, qui viennent du nord, du nord-est exactement. Or, toutes les traces que nous retrouvons des Sumériens nous ramènent quelque part dans cette région. Donc il y a quand même beaucoup de faisceaux de circonstances. Et la pyramide terraformée est à mes yeux le prototype de ce que seront toutes les autres pyramides après. Alors on peut se poser quand même la question, parce que c'est très facile de me dire, moi une pyramide, c'est finalement un volume assez simple parce qu'on le fait avec un tas de pierres. Non, c'est pas vrai, il y a un montage dans le tas de pierres. Et le calcul pour que ce tas de pierres tienne debout sous forme pyramidale, c'est pas quelque chose qui se fait, je dirais, sous le pouce. Donc la question qui va abonder peut-être dans le sens de ceux qui se posent ces questions de savoir si quelqu'un éventuellement aurait aidé l'être humain à construire ça, c'est la question essentielle, où ils ont acquis le savoir pour bâtir ça. Visiblement. Parce que nous sommes là 24 800 ans. Ouais. Il faut situer, nous sommes en plein néolithique. Ouais. En Occident, nous sommes censés être dans des grottes,
à se tailler des beefsteaks de roc, et avoir un malfouet tenir le feu en place. Et là, on se retrouve avec une pyramide, avec probablement des chambres, des tunnels et des voies d'aération, puisque l'un de nos collaborateurs, l'un de nos consultants qui s'appelle Albert Fagioli, a détecté un certain nombre de points, radiesthésiquement parlant, mais qui se trouve que 2 ont été identifiés à la paire de jumelles, à environ 50 mètres près de là où lui les a identifiés depuis la France, ce qui est énorme. Il faut aussi savoir qu'Albert Fagioli travaille avec un certain nombre de chasseurs de trésors que je connais en plus, parce que vous savez, on est aussi un peu chasseurs de trésors, les aventuriers. Quand on peut mettre la main sur un trésor, on dit jamais non. Et il a quand même fait de grands travaux là-dessus qui ont aidé beaucoup de mes compagnons d'aventure, si je puis dire. Je sais que c'est un gars crédible. Donc, et il a été d'autant plus à mes yeux que, effectivement, 2-3 points qu'il nous a désignés sur la pyramide du Soleil se sont retrouvés physiquement à la jumelle. Malheureusement, cette montagne est couverte d'arbres, d'arbustes et d'un maquis monstrueux, qui, à mon avis, n'était pas là à l'origine, qui a poussé ensuite, et qui, aujourd'hui, fait obstacle à une vraie recherche. Il faudrait la dégager complètement. Alors, je suppose que si vous dégagez, justement, si la pyramide est dégagée de toute cette végétation qui a poussé, peut-être que vous allez trouver des indices, ou je sais pas. De toute façon, on est sûr de trouver une première chose immédiatement. 3 pans légèrement décalés, en béton, qui sont à peu près à chaque fois à 1/3. C'est-à-dire vous prenez 220 mètres et vous divisez par 3, et à chaque fois vous allez tomber sur une sorte de degré. C'est une pyramide à degrés, et qui devait probablement, en fait, au sommet, ne pas être plate, mais bien avoir un apex, une pointe, si vous voulez. Mais elle a été détruite. Cet apex a été détruit pour y mettre un fortin que bon nombre de personnes disent être médiéval, et franchement, j'invite les gens à regarder les photos qui sont à l'intérieur du livre, Vallée de Visoko, Bosnie, à la recherche de la vérité, à propos de ce fortin. Si ce fortin est médiéval, je dois être au moins le comte de Saint-Germain. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquence Évasion, fréquenceévasion@hotmail.fr. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de l'émission. Toujours en compagnie de Dominique Jongblood, nous parlons des pyramides de Bosnie. Est-ce que vous avez rencontré, lors de ce voyage, des scientifiques, des archéologues qui s'intéressent à la pyramide de Bosnie, la pyramide du Soleil? Alors, oui, effectivement, on a même rencontré Discovery Channel qui venait faire un reportage dessus, mais qui nous avait même demandé d'intervenir. Malheureusement, la plupart des personnes qui viennent là-bas viennent pour faire un film dont l'objectif est d'expliquer qu'en réalité, il n'y a rien. Ah oui, alors. Donc, le problème, c'est que, comme je l'exprime dans mon livre, à partir du moment où quelqu'un vient dans la vallée de Visoko et visiter les différentes singularités, je dirais encadrées par le guide, et en allant voir ce qu'on autorise le touriste à voir, et qui sort de là en disant « ben moi je pense que ça me fait beaucoup sourire, parce que c'est comme si vous, je sais pas moi, vous alliez dans un parc zoologique et que vous considéreriez que se trouvent là-bas toutes les essences d'animaux et de végétaux de la planète. » Bien sûr. C'est bien trop étriqué, et beaucoup de gens s'avancent à des jugements sur cet endroit sans avoir fait le travail que nous avons fait, qui lui a été un travail extrêmement pénible, puisque nous avons, je vous dis, exploré les 4 faces de presque toutes les singularités. Il faut savoir que là-bas règne un climat très incertain, dans la mesure où, bien que la guerre soit terminée, il y a un grand nombre de champs de mines dont on a perdu les localisations. Et l'intégralité de la vallée de Visoko est parsemée de mines antipersonnelles qui n'ont toujours pas été désamorcées. Oui, c'est dangereux quand même. Ah ben, c'était très dangereux pour nous, d'autant plus qu'avec la pluie, les détecteurs de métaux subissent ce qu'on appelle un effet de sol, qui rend totalement inopérant votre détecteur de métaux, qui peut donc du coup ne plus identifier de masse de métal.
Donc là où vous allez marcher, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et comme le disait avec beaucoup d'humour mon adjoint, quand je lui ai dit, et si tu trouves une mine, comment je vais le savoir? Il m'a répondu, parce que ça fera boum. Donc c'est vrai que c'est aussi simple que ça. L'équipe entière a fait un travail remarquable, et quand on sait que les 2/3 de cette équipe étaient en fait des gens passionnés, très sérieux, rien à voir avec la première équipe qui était venue avec moi en reconnaissance, ils ont pris des risques considérables pour le succès de cette exploration. Et je les en remercie d'ailleurs à travers cette émission, parce que franchement, ils ont fait un travail que j'ai rarement vu, et même chez certains professionnels. Alors je suppose que vous allez y retourner. Alors la question aujourd'hui est en suspens, parce que d'abord il faut de gros moyens. Il faut savoir que ces 2 expéditions ont coûté assez cher, et la dernière extrêmement cher, et qu'à l'heure d'aujourd'hui on est encore coincé par 2 questions auxquelles on n'a pas de réponse, pour la simple bonne raison qu'on n'a pas les moyens d'avoir la réponse, à savoir que nous avons prélevé effectivement du béton d'argile un petit peu partout sur la pyramide, que nous avons récupéré de la céramique sur les mégalithes qui sont à l'intérieur du tunnel Ravenay, des tunnels Ravenay du labyrinthe en fait, et nous ne sommes pas en mesure de pouvoir les faire analyser, et notamment en datation radiocarbone, en thermoluminescence pour la partie céramique, et en recherche expérimentale sur le béton, tout simplement parce qu'il nous faut la somme exorbitante, mais compréhensible au vu des moyens qui sont mis en œuvre par les laboratoires qui sont nos interlocuteurs et qui sont tout à fait disposés à faire ce boulot, mais qui ne peuvent pas le faire pour rien non plus, quoi. On est actuellement en panne de 42 000 €, quoi. Alors je suppose que c'est peut-être l'un de vos projets justement de trouver peut-être cet argent. On y travaille tous les jours, tous les jours, mais il faut reconnaître qu'avec la crise économique aujourd'hui, les dons à l'association Nord-Sud Institut sont assez rares, de très faible portée. Et à l'heure d'aujourd'hui, des sommes comme ça ne peuvent, à mon avis, plus se trouver auprès du public. On est en train de chercher à travers des professionnels. On a des contacts avec un certain nombre de grandes entreprises et des organisations patronales auxquelles on leur propose de participer de ce côté-là, avec bien sûr la communication des résultats, c'est le moins qu'on puisse faire, qui nous permettrait d'avoir la question à notre réponse: est-ce que ce béton est bien artificiel? Est-ce qu'il a été malaxé mécaniquement? Est-ce que sa composition est intelligente, au sens que si nous trouvons des pourcentages avec des virgules, on pourra considérer que c'est de l'ordre naturel, alors que si nous trouvons des nombres entiers, il y aura de fortes chances que ça a été étudié scientifiquement. On y a mis un certain nombre tant de pierres de telle nature, tant de quartz, tant d'argile, etc., dans un but bien précis. Et pour la céramique, pareil, parce que la céramique, en principe, c'est de l'argile. Or, cette céramique vous prenez n'importe quoi, un mug, une assiette, ben vous la tapez sur le bord d'une table, elle casse. Cette céramique-là, pour arriver à la détacher des mégalithes, il a fallu y aller au marteau et au burin, et comme des fous. Donc ça a été absolument incroyable, et sa nature est vraiment très particulière. On pense qu'elle est en fait un amalgame, un mélange, donné notamment cette dureté. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est le plus fou, c'est pas tant la pyramide du Soleil en soi, qui est un exploit, qui est la vraie question de la vallée de Visoko. C'est le labyrinthe Ravenay. Le labyrinthe Ravenay est composé d'une matière particulière qui a été taillée. Alors les gens, bien sûr, quand ils viennent voir le tunnel, ils voient des trous, quoi, pratiquement comme si vous aviez creusé à la pelle et à la pioche. Mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la fondation n'est pas allée jusqu'au bout des murs. Parce qu'elle n'a pas les moyens de dégager les murs complètement. Elle serait obligée de mettre en place un système de soutènement qui coûterait des centaines de millions, qu'elle n'a pas. En effet, Donc le problème, c'est que ça ne se fait pas. Donc les gens voient quelque chose, en fait, qui est apparemment inachevé, mais qui est en fait dissimulé. Si vous voulez, ces tunnels ont été construits à un moment donné, et pour une raison inexplicable, ont été entièrement remblayés. Mais ils ont été remblayés avec une précision, un tassement de la terre de remblai, très fine, qui est pratiquement de la poudre, qui est tellement compacte que ça nous paraît impossible que ça ait été fait en jetant des pelletés de cette terre. C'est un peu comme si on avait compacter ça mécaniquement. Mais c'est impensable d'imaginer ça. Alors affaire à suivre.
Ah, mais il y a toute une affaire à suivre très importante, parce que ce que les labyrinthes ravenés se révèlent être, si ma théorie voit le jour, et pour qu'elle voie le jour, évidemment, il faut que la céramique soit analysée, c'est qu'on serait en face d'une clinique datant de 31 000 ans. En effet. Un système qui permet de soigner la CRORL. C'est énorme. Oui, oui, effectivement. Sans intervention sur le corps, bien entendu. Le système de production des ions négatifs de manière artificielle est reproduit là, de manière entièrement naturelle, en mettant en interaction des matières qui elles-mêmes se chargent naturellement à travers les orages, à travers les choses comme ça. C'est incroyable ça. Et surtout, la particularité de l'eau, l'eau des ravenés, est absolument ahurissante. Ah oui. En deux mots, expliquez-nous, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, pourquoi c'est ahurissant? Ah ben, pourquoi c'est ahurissant? L'eau, si vous voulez, l'eau normale, l'eau douce, est moins conductrice que l'eau salée, tout le monde le sait. Il faut qu'il y ait des cristaux dedans, des matières minérales, pour que l'électricité puisse se conduire. En général, quand vous envoyez une charge dans l'eau, c'est la molécule d'eau qui est traversée par la charge. L'eau du ravené ne peut pas être traversée par une charge électrique. Elle ne peut que la surfacer. Elle peut passer dessus, et dans ce cas, elle a l'air amplifiée, mais il lui est impossible d'entrer dans la molécule même. C'est comme si je vous disais que le courant passe sur la gaine et non pas dans le cuivre. Ah oui, oui, je comprends, oui. Et il n'y a qu'un seul cas possible, si l'eau qui sointe des murs des tunnels n'est pas identique, et c'est le cas, avec l'eau qui se trouve dans les canaux noyés, c'est que les canaux noyés tournent en circuit fermé. Et s'ils tournent en circuit fermé, vous ne pouvez pas me dire que c'est naturel. Ah bah non, tout à fait, c'est logique. Alors pour terminer, nous allons parler de vos ouvrages. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, et notamment un qui va sortir bientôt. Ah oui, tout à fait. C'est le fameux livre qui s'appelle Vallée de Visoko, Bosnie, à la recherche de la vérité, qui totalise en fait l'intégralité de tout ce que nous avons fait comme recherche, de toutes les demandes d'analyse au laboratoire, auprès des experts, et qui explique en détail l'expédition comme si vous y étiez. D'accord. C'est littéralement un carnet de voyage ultra documenté, et dans lequel chaque fois qu'on affirme quelque chose, on l'alimente avec de la matière scientifique crédible, puisque donnée par des experts dans le domaine. Eh bien, vous viendrez à ce micro pour nous en parler. Ah ben sans aucun problème. Pour le trouver, c'est pas difficile, n'importe quelle librairie, n'importe quel site internet de vente en ligne, ou sinon directement chez l'éditeur Terre Aventure Édition. D'accord. Voilà. Alors toutes les références des ouvrages, on peut les retrouver sur votre site internet? Oui, alors déjà, voilà, on peut aller sur mon site www.dominiquejongblood.org et au-dessus, vous avez une librairie qui reproduit un peu tous les ouvrages que j'ai écrits, dont la référence que beaucoup de chercheurs indépendants utilisent, qui est mon livre Civilisation antédiluvienne, qui date de 2007 et qui a été réédité dans son tome 1 en 2012 et en 2014, le tome 2, d'édition Pascal Gallaudet. Alors brièvement, qu'est-ce que l'on peut trouver en général sur votre site? Ah ben, à peu près toutes mes activités, ou presque. On peut trouver dessus évidemment tout ce que j'ai écrit, tout ce que je produis, puisque nous allons sortir aussi un documentaire sur cette expédition, puisque nous nous sommes filmés pendant que nous faisions cette expédition, et ce film est actuellement au montage. Il sera ensuite, je pense, diffusé. On est en train de négocier sa diffusion à la télévision et de diffuser sur plusieurs serveurs de VOD pour pouvoir le voir en streaming. Voilà. Et sinon, l'intégralité des expéditions EPR va être sur la mise à jour prochaine du site de Nord-Sud Institut. Il y aura une page dédiée EPR pour European Pyramid Research, recherche sur les pyramides européennes. Ce qu'il faut quand même retenir, une chose qui est extrêmement importante, parce que c'est fondamental. Jusqu'à présent, on nous disait que c'était l'Orient qui avait instruit l'Occident. Il se trouve que si ces pyramides sont confirmées, et tous les éléments que je donne vont dans ce sens, si cette pyramide et ce labyrinthe de tunnels, cette clinique préhistorique sont confirmés, on aura peut-être une inversion des choses. D'accord. Donc nous serons là pour vous donner le micro, pour nous expliquer si vous avez fait des découvertes. De toute façon maintenant, la balle va être dans le camp des grands centres archéologiques, des grandes institutions sur le domaine, dont l'UNESCO. Nous on va leur communiquer notre rapport, après ils en font ce qu'ils en veulent, mais ils auront tous les éléments
Je pense qu'ils attendront, comme tout le monde, les analyses béton et les analyses céramiques pour pouvoir fixer leur avis et décider si oui ou non ça les intéresse d'aller jeter un œil vraiment très sérieux là-bas. Mais enfin, on a quand même énormément d'un faisceau de convergence qui vont vers le crédible plutôt que l'incroyable. Dominique Jongblood, merci d'avoir participé à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. On en sait un peu plus sur cette pyramide du soleil. En tout cas, à très bientôt sur cette antenne. Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Fréquence Évasion.